Lorsque l'horloge a sonné minuit, marquant les derniers moments de 1943 et le début de la nouvelle année 1944, la Seconde Guerre mondiale a continué à un rythme rapidement accéléré. Tous les regards se sont tournés vers Londres alors que les préparatifs de l'opération Overlord, l'invasion alliée étant attendue du nord de la France, étaient de finaliser. En Allemagne, Adolf Hitler et ses hauts fonctionnaires savaient trop bien que les forces d'invasion seraient bientôt en route, mais où elles atterriraient, et peut-être plus important encore, quand elles traverseraient la Manche, restait à révéler. Les apparitions publiques d'Hitler étaient maintenant très rares, et le Führer avait du mal à accepter la réalité de la situation allemande. De tous côtés, sa position devenait de plus en plus intenable, les Alliés faisant de bons progrès dans les théâtres de guerre européens et pacifiques. Avec ses sbires tout autour de lui, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler et Hermann Göring pour n'en nommer que quelques-uns, Hitler devenait de plus en plus renfermé et était souvent irrationnel dans sa prise de décision. Même ceux qui lui étaient le plus proches ont finalement commencé à réaliser que leur leader n'était plus le grand sauveur de l'Allemagne qu'ils avaient autrefois cru être. C'est souvent négligé, mais alors que nous progressons pour considérer le plan pour la victoire et la préparation à l'opération Overlord, il y a eu une invasion alliée à plus petite échelle de la France en 1942. Le 19 août, une opération commando conjointe britannique et canadienne a été menée sur le port français de Dieppe, alors que 5000 soldats, plus 50 Rangers américains et autant de soldats du Français libres ont participé à l'opération Jubilee. Bien qu'infructueuse, elle a donné aux Alliés des informations vitales pour les aider à planifier une future attaque sur la côte française qui prendrait finalement la forme des débarquements du jour J. Les pertes à Dieppe ont été un désastre pour les Alliés, en particulier pour les Canadiens, tandis que tout l'équipement et les véhicules ont été abandonnés sur les plages. Fait intéressant, en entendant la nouvelle, Hitler s'est moqué de son ennemi disant « Les Britanniques ont eu la courtoisie de traverser la mer pour offrir à l'ennemi un échantillon complet de leurs armes. » Mais plus tard, lorsqu'il a informé ses commandants, le ton d'Hitler était beaucoup plus réfléchi. Lorsqu'il leur a dit « Nous devons réaliser que nous ne sommes pas seuls à tirer des leçons de Dieppe. » Les Britanniques ont également appris. Nous devons compter sur une méthode d'attaque totalement différente et à un endroit différent. Dieppe a peut-être été un léger écho sur le radar de cette guerre mondiale, mais comme tant d'opérations qui n'ont pas atteint leurs objectifs, elle a néanmoins apporté une contribution majeure à l'image globale. La lutte pour l'Afrique du Nord était terminée, et les Alliés ont rapidement tiré le meilleur parti de leur avantage, mettant en place des plans pour porter l'attaque en Europe du Sud via l'Italie. L'opération Husky était leur première offensive, centrée sur l'île de Sicile, et après une victoire rapide, la campagne pour l'Italie semblait être à leur portée. Pourtant, dans la guerre, la marée peut tourner en un clin d'œil et la lutte pour l'Italie était loin d'être une conclusion préétablie. Hitler n'a pas pu empêcher les Italiens de se rendre et a donc ordonné une invasion allemande de son ancien camarade d'armes, la nation de Benito Mussolini. Cela a rendu la poussée pour le contrôle de Rome par les troupes britanniques, américaines et canadiennes beaucoup plus difficile que prévu. Malgré les difficultés rencontrées par les Alliés en Italie alors que 1943 touchait à sa fin, les plans pour la libération de la France au printemps ou à l'été 1944 étaient désormais inarrêtables. Alors que les Russes continuaient d'attaquer les Allemands de l'Est et que les Américains se battaient pour la suprématie dans le Pacifique, la Grande-Bretagne se préparait à accueillir la plus grande force d'invasion que le monde ait jamais vue.
importe à quel point les nouvelles étaient positives sur les progrès des Alliés à travers le monde, ceux qu'Hitler avait condamnés au camp de concentration, qu'ils soient juifs, polonais ou gitans, subissaient plus de souffrances que jamais. Pourtant, un autre camp de concentration a ouvert en Pologne le jour de l'an, ayant auparavant été un camp de travail forcé, tyrannisé par son commandant, Amnon Gott. Son traitement sadique des détenus a été mis en évidence dans le film poignant La liste de Schindler, avertissant une toute nouvelle génération des véritables horreurs de la guerre. Même ainsi, il y avait une résistance croissante à l'oppression de l'Axe, avec des individus courageux qui prenaient souvent position contre ceux qui s'en prenaient à des civils innocents simplement pris dans le conflit. Aux Philippines, un ingénieur minier américain du nom de Wendell Fertig avait refusé de se rendre lorsque les Japonais avaient repris les îles en 1942. Lui-même civil, il s'est enfoncé profondément dans la jungle et a constitué une force de plusieurs milliers de Philippins et ensemble, ils ont constamment harcelé l'armée d'occupation japonaise de plus en plus tyrannique. Wendell Fertig n'a cessé ses activités de guérilla dans les jungles des Philippines que lorsque le général américain Douglas MacArthur est revenu pour reprendre les îles aux Japonais plus tard, en 1944, comme il l'avait promis qu'il le ferait. Entre-temps, la Royal Air Force britannique bombardait systématiquement Berlin depuis un certain temps et ils avaient prévu un autre raid aérien pour la première nuit de la nouvelle année. Le mauvais temps a forcé un bref report, mais le 2 janvier, c'était le retour à la normale avec le siège du pouvoir d'Hitler assiégé une fois de plus. Tout comme c'était le retour à la normale pour les pilotes britanniques, les Américains ont continué à faire avancer leur campagne pour la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Bretagne dans le Pacifique. Le Japon était encore loin, mais pour les Russes, leur objectif d'atteindre l'Allemagne se rapprochait de jour en jour. Le 3 janvier, l'armée rouge était à moins de 10 miles de ce qui avait été la frontière polonaise en 1939, laissant Adolf Hitler sans aucun doute qu'une percée russe n'était pas loin. Plus préoccupant pour l'esprit d'Hitler, cependant, était l'invasion transcanale des Alliés. Les avions américains et britanniques ont commencé l'opération Carpetbagger le 4, larguant des armes et des fournitures aux groupes de résistance en France, en Hollande, en Belgique et en Italie, alors que les préparations soigneusement planifiées des Alliés étaient mises en place. Il était également temps pour les Alliés de commencer à appeler les principaux protagonistes chargés de diriger l'opération Overlord à Londres. Le général Bernard Montgomery, maintenant Sir Bernard ayant été anobli par le roi George VI en reconnaissance de sa victoire à El Alamein, était revenu en Angleterre d'Italie pour prendre le commandement du contingent britannique de la force expéditionnaire alliée. Pour ces hommes, Monty, comme il le connaissait affectueusement, était un héros qu'il suivrait jusqu'aux confins de la terre, mais pour ceux qui le commandaient, Monty pouvait être quelque chose d'un canon lâche. Il était extrêmement précieux dans la lutte contre Hitler, mais on disait couramment que Montgomery était formidable à servir, difficile à servir à côté, mais l'enfer à servir. Pour quiconque était en charge globale de l'opération Overlord, gagner le respect de Monty était crucial si ce brillant mais difficile général allait réaliser son potentiel indéniable.
La décision concernant la nomination d'un commandant en chef de la force d'invasion alliée avait été prise en 1943 et en janvier 1944, il était temps pour le général américain Dwight D. Eisenhower de prendre son poste à Londres. Sur le territoire de Winston Churchill, travailler avec le Premier ministre britannique Maverick allait toujours être un défi. Et avec Monty, déjà en place aussi, il allait falloir une main très ferme sur la barre pour garder le plan d'invasion sur la bonne voie. Même maintenant, au XXIe siècle, lorsque les gens sont invités à nommer les héros de la Seconde Guerre mondiale, il est rare que Dwight D. Eisenhower arrive en tête de nombreuses listes. Pourtant, sans l'attitude calme, la détermination d'acier, la politesse discrète et l'esprit militaire brillant d'Eisenhower, l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être très différente. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons jeter un bref coup d'œil à l'homme chargé de l'exécution réussie de l'opération Overlord, qui était également destiné à devenir le 34e président des États-Unis. Né David Dwight Eisenhower dans le comté de Grayson au Texas le 14 octobre 1890, son surnom d'enfance Ike lui était resté toute sa vie. De manière remarquable, ses deux parents étaient de pacifistes, mais cela ne l'a pas empêché de fréquenter l'académie militaire de West Point, car il croyait qu'elle lui offrirait la meilleure éducation possible. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, alors qu'Eisenhower était à West Point, il a inévitablement embrassé une carrière militaire. Mais même lorsque les Américains sont entrés dans le conflit en 1917, les fonctions d'Eisenhower dans le corps des chars l'ont maintenu près de chez lui. Après la signature de l'armistice en 1918, Eisenhower a poursuivi sa carrière militaire pendant les années 20 et 30, travaillant sous le commandement d'hommes aussi puissants que le général Douglas MacArthur. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, Eisenhower s'était forgé une réputation de premier ordre en tant qu'administrateur et il s'est retrouvé à servir avec MacArthur aux Philippines. Les promotions sont venues rapidement et lorsque Eisenhower est rentré en Amérique pour occuper des postes à Washington, en Californie et au Texas, il est passé de lieutenant-colonel à brigadier général attaché à l'état-major général à Washington à la fin de 1941. Avant longtemps, Eisenhower est devenu chef d'état-major adjoint de la division des opérations et ses évidentes capacités administratives ont conduit à sa nomination en tant que commandant général, théâtre européen des opérations à Londres. C'est après cela qu'il est devenu commandant suprême des forces alliées en Afrique du Nord et lorsque la bataille s'est déplacée vers l'Italie après que Rommel a été chassé de Tunis, Eisenhower est allé avec l'action. Il n'a peut-être pas été un soldat sur le champ de bataille, engagé dans un combat corps à corps, mais les dons rares que possédait le Texan au tempérament doux étaient tout aussi précieux dans la lutte contre Hitler. Et il était temps pour Eisenhower de montrer au monde qu'il était à la hauteur de la tâche qui lui était maintenant demandée alors qu'il arrivait à Londres pour prendre le commandement de l'opération Overlord. Il était d'une importance vitale, alors qu'Eisenhower et les hauts gradés des commandants militaires s'attelaient à affiner les plans pour les débarquements du jour J, que le peuple britannique fasse tout ce qu'il pouvait pour aider l'effort de guerre. Sur le front intérieur, le gouvernement s'est de plus en plus impliqué dans l'éducation de la population afin que chaque individu puisse jouer son rôle. Depuis les premières instructions pour creuser pour la victoire, afin d'encourager la production alimentaire, des mesures ont été prises pour que tout le monde mange sainement.
Au début de 1944, le rationnement était un mode de vie depuis des années et apprendre aux familles à tirer le meilleur parti de leurs allocations hebdomadaires était considéré comme une affaire gouvernementale. Le ministère de l'Alimentation avait recruté des économistes domestiques pour encourager une alimentation saine. Des recettes imaginatives étaient élaborées pour préparer des repas savoureux à partir de ce qui était disponible. Et des artistes populaires étaient souvent recrutés pour la cause. Comme nous le savons, le premier rationnement en 1940 concernait le bacon, le beurre et le sucre, rapidement suivi par la viande, le thé, la confiture, les biscuits, les céréales pour le petit déjeuner, le fromage, les œufs, le lait, les fruits en conserve et les bonbons. Certains aliments apparaissaient de parfois hors ration, comme la viande de baleine, mais même les cuisiniers les plus ingénieux du ministère ont eu du mal à trouver des moyens de la rendre savoureuse. L'idée même du rationnement était de garantir que, qu'ils soient riches ou pauvres, la nourriture et les articles essentiels étaient distribués équitablement. Il serait irréaliste de penser qu'il n'y avait pas un marché noir florissant, car bien que la plupart des habitants de la Grande-Bretagne étaient à la fois respectueux des lois et animés par l'esprit public, il y avait encore certains pour qui l'argent parlait, malgré les meilleurs efforts du gouvernement. Fait intéressant, malgré le fait que la nourriture dans les magasins était rationnée, les repas servis dans les restaurants ne l'étaient de pas. À la fin de 1944, on estimait que 9% de toute la nourriture était consommée à l'extérieur du domicile, avec l'ouverture de restaurants britanniques dans tout le pays. Facturant généralement moins d'1 shilling pour un repas de 3 plats, il fournissait une nourriture simple et saine partout où un bâtiment convenable pouvait être trouvé. Des lois ont été promulguées pour que même les restaurants les plus exclusifs de Londres ne soient pas autorisés à facturer plus de 5 shillings et 3 plats étaient le maximum autorisé. Il était également obligatoire pour les usines, si vital pour l'effort de guerre, de fournir des cantines car le gouvernement veillait à ce que la population soit aussi bien nourrie et en bonne santé que possible pour travailler à pleine capacité. It wasn't only food that was rationed. Over time, clothing, petrol, and even soap was controlled by coupons. La mode a dû prendre le siège arrière, avec tous les vêtements disponibles devant, se conformer à la norme utilitaire, ce qui signifiait un minimum de tissu, pas de revers et pas de fioritures. Les bas en nylon appartenaient au passé. Les dames peignant leurs jambes avec tout ce qu'elles pouvaient trouver et le brunissage de la sauce Simd avec un crayon à sourcils s'est avéré être un choix populaire. Mais lorsque les GI ont commencé à arriver en Grande-Bretagne en 1942, ils ont apporté avec eux des luxes tels que des bases en nylon, ainsi que du chocolat, du chewing-gum et des cigarettes, ce qui a rendu les militaires américains très populaires en effet. Le terme GI est apparu parce que tout l'équipement des soldats américains était estampillé avec les mots « Government Issue » qui ont rapidement été abrégés en GI. Les compatriotes d'Eisenhower étaient un ajout glamour à l'existence très ordonnée et liée aux devoirs des femmes sur le front intérieur britannique, et tout au long de 1944, leur nombre a rapidement augmenté. Cela n'a pas toujours été de bon augure pour les relations anglo-américaines, notamment parce que les hommes restés sur le front intérieur avaient tendance à être considérés comme de seconde zone pour ne pas être en uniforme. L'expression « trop payé »,« trop sexué » et « trop ici » était souvent utilisée par les hommes britanniques pour décrire les GI, mais de la part des dames avec qui ils dansaient et flânaient, il y avait nettement moins de plaintes. Néanmoins, il y avait beaucoup de cœurs brisés, surtout avec environ 1,5 million de GI stationnés en Grande-Bretagne avant le jour J. Plus de 15 000 d'entre eux ont épousé des filles du Royaume-Uni en 1944 seulement, avec le phénomène de la mariée GI, signifiant que beaucoup de ces jeunes femmes ont déménagé en Amérique soit pendant ou après la guerre. Mais ce n'était que rarement un cas de bonheur éternel. Ils se mariaient souvent après une romance éclair de quelques jours seulement,
et la dure réalité de la vie dans un pays différent, à des milliers de kilomètres de leur famille, signifiait qu'un certain nombre de ces mariages se terminaient par un divorce. De plus, des milliers de filles sont tombées enceintes de soldats américains, causant souvent des dévastations au sein des familles britanniques qui ont perduré bien après le départ des GI. Il n'est donc pas surprenant que les hommes britanniques restés sur le front intérieur aient été mécontents de la conduite de leurs alliés, avec lesquels ils ne pouvaient de tout simplement pas rivaliser, d'autant plus qu'ils étaient généralement négligés par la population féminine, étant pour la plupart âgés, en mauvaise santé, dans des professions moins glamour qui étaient exemptées de l'appel, ou pire encore, des insoumis. Il y avait aussi un groupe connu sous le nom d'objecteurs de conscience qui étaient autorisés à s'inscrire pour ne pas combattre si leur religion ou leur croyance les en empêchait. Plusieurs d'entre eux ont été envoyés pour travailler dans les mines de charbon de Grande-Bretagne, mais cela ne les a pas empêchés d'être stigmatisés comme lâches pour ne pas être en uniforme. Fin 1943 et début 1944, cela a eu un effet étonnamment négatif sur un autre groupe de mineurs qui se sont retrouvés à creuser du charbon pour une raison très différente. Connus sous le nom de Bevan Boys, ils étaient souvent confondus par la communauté en général avec les objecteurs de conscience et rejetés pour lâcheté. C'était en effet une injustice car ils travaillaient de très longues heures dans les conditions les plus difficiles et sans eux, la nation britannique et l'ensemble de l'effort de guerre auraient été complètement paralysés. Dans la coalition de guerre de la Grande-Bretagne sous la direction de Churchill, il y avait un certain nombre de ministères spécialement désignés et à côté du ministère de l'Alimentation, il y avait aussi un ministère du Travail et du Service national supervisé par Ernest Bevin. Dès mai 1939, après que les troupes d'Hitler aient envahi la Tchécoslovaquie, la loi sur l'entraînement militaire a été adoptée, donnant au gouvernement britannique le pouvoir d'appeler les hommes âgés de 20 à 22 ans pour 6 mois d'entraînement militaire. Après la déclaration de guerre, la loi sur le service national, forces armées, est devenue loi, et les hommes âgés de 18 à 40 ans ont été appelés. Bien que cela ait été étendu en 1941 pour inclure les hommes jusqu'à l'âge de 51 ans. Il y avait certaines professions exemptées de l'appel comme l'ingénierie et l'exploitation minière, mais les hommes pouvaient toujours se porter volontaires. Au début de la guerre, de nombreux mineurs de charbon ont fait exactement cela, avant que le gouvernement n'apprécie vraiment quel problème cela deviendrait alors que de moins en moins d'hommes restaient à la mine. Des lois avaient été mises en place pour faire face à de telles situations grâce à la loi sur les pouvoirs d'urgence de 1940, suivie par l'ordre des travaux essentiels un an plus tard, ce qui signifie que ceux qui restaient sur le front intérieur pouvaient être réquisitionnés dans des industries essentielles. Cependant, la plupart des conscrits potentiels étaient des femmes qui ne pouvaient pas être envoyées dans les mines. Et bien que Bevin ait lancé un appel urgent pour que les hommes se portent du volontaire, il est compréhensible qu'il y en ait eu peu disposés à le faire. Face à une véritable menace de grève des mineurs qui restaient, Bevin devait agir rapidement. Le ministre a conçu un système selon lequel un pourcentage de ceux qui étaient réquisitionnés pour le service national serait affecté aux mines. Chaque semaine, certains disent de son propre chapeau, Bevin tirait un nombre entre 0 et 9. Tous les hommes appelés cette semaine-là, avec un numéro de service national se terminant par ce chiffre, seraient envoyés dans les mines plutôt que dans les forces armées. Ce n'était pas une mesure populaire, et elle a nui à la carrière politique de Bevin, mais elle était efficace, et ces mineurs travailleurs ont obtenu leur nom après un discours que Bevin a prononcé pour les inspirer. « Nous avons besoin de 720 000 hommes employés en continu dans cette industrie. C'est là que vous, les garçons, intervenez. Nos combattants ne pourront pas atteindre leur objectif à moins que nous obtenions un approvisionnement adéquat en charbon. »
Les Bevin Boys ont certainement joué leur rôle, mais leur service au roi et au pays n'a été correctement reconnu que récemment, ce qui est ironique, car contrairement à ceux qui ont été réquisitionnés dans les forces armées, ils n'ont pas été libérés de leurs obligations jusqu'à de nombreuses années après la fin de la guerre. Alors que la Grande-Bretagne faisait face au défi des pénuries de nourriture et de carburant avec résilience, l'invasion de la Manche a été transformée d'un rêve lointain en une réalité concrète et la machine de propagande en Allemagne s'est emballée pour persuader les civils que la guerre allait toujours en leur faveur. Et ce n'était pas seulement leur propre peuple qu'ils essayaient d'influencer. Des émissions de radio de propagande allemande étaient diffusées en anglais pour saper la position des Alliés, ciblant directement les civils dans les nations anglophones. Dans une émission appelée Germany Calling, un personnage fictif appelé Lord Howe Howe avertissait d'une trahison de la part des dirigeants alliés. En janvier 1944, il a suggéré qu'ils étaient tous sur le point d'être remis aux Russes, jouant sur la peur des Britanniques et des Américains du communisme. On espérait que le public britannique pousserait Churchill à accepter un règlement pacifique avec Hitler, mais une telle émission n'a fait que convaincre l'intelligence alliée que les nazis étaient de maintenant à bout de souffle. La voix la plus célèbre pour jouer Lord Howe Howe était celle de William Joyce, né américain mais élevé en Irlande, qui a quitté l'Angleterre pour l'Allemagne au début de la guerre. En tant que membre éminent de l'Union britannique des fascistes, il aurait été interné, mais il est devenu un citoyen allemand naturalisé à la place. Joyce a été capturé en Allemagne par les Britanniques peu de temps avant la fin de la guerre et pendu pour trahison. Bien qu'il ne soit pas un sujet britannique, on a soutenu que comme Joyce avait une fois menti pour obtenir un passeport britannique, c'était donc sa nation de choix, ce qui le rendait coupable de trahison, un crime capital. Hitler en était maintenant à un stade où il s'accrochait à des pailles presque tous les jours. Le Führer était convaincu au début de 1944 que tout ce qu'il avait à faire était de développer l'avion à réaction pour riposter contre les débarquements alliés anticipés. Il a déclaré que « Si j'en amène quelques centaines à la ligne de front, cela exorcisera le spectre de l'invasion pour toujours. » C'était juste un autre exemple de la perte par Hitler de sa capacité de pensée logique et de prise de décision. Un autre problème auquel Berlin était confronté était de savoir comment expliquer la défaite des Allemands et plus particulièrement d'Erwin Rommel en Afrique du Nord. Il s'était vanté que Rommel était un génie militaire imbattable alors que faire de lui ensuite était un problème. Au bout d'un moment, il a été envoyé en Italie, mais lorsque la nouvelle année a commencé, tout comme Eisenhower a été appelé par les Alliés à Londres, Rommel a été appelé à défendre la position de l'Axe en France. Il ne fait aucun doute que les instincts militaires de Rommel étaient remarquables, et bien qu'à cette époque, son camarade commandant, Gerd von Rundstedt, était fermement convaincu que l'attaque alliée viendrait de Douvres à Calais, Rommel était convaincu que la Normandie serait la destination choisie. En conséquence, le renard du désert, autrefois très favorisé par Hitler, a passé les mois de janvier et février 1944 à inspecter les plages et la campagne de Normandie. Des mines et des pièges ont été posés le long du rivage et tout champ qui aurait été un site d'atterrissage sûr pour les avions ou les parachutistes a été soit inondé, soit piqué avec ce qui est devenu célèbre sous le nom d'asperges de Rommel. Il s'agissait de longs poteaux enfoncés dans le sol qui rendaient impossible l'atterrissage des avions ou du personnel militaire. Même s'il faudrait des mois avant qu'il ne soit destiné à être prouvé correct, pour le moment du moins, tout ce que Rommel pouvait faire était de soutenir son intuition. Un endroit où les troupes allemandes avaient réussi à tenir le terrain était en Italie. Malgré l'avance des Alliés, les Allemands étaient maintenant bien et bien retranchés autour de Monte Cassino, et ils devraient être chassés si les Alliés voulaient avoir une chance d'atteindre Rome.
Le 12 janvier, le corps français a tenté de capturer la ville de Cassino, mais en vain. Les Allemands ont tenu bon, laissant aux Alliés pas d'autre choix que d'attendre une autre opportunité. Ce n'était néanmoins qu'un moment de triomphe pour Hitler, car ailleurs ses troupes étaient attaquées de tous côtés. À travers l'Europe occupée par les Allemands, les partisans se révoltaient contre leurs oppresseurs. En Yougoslavie, le chef des révolutionnaires, le général Tito, était une épine constante dans le pied des nazis. Et de plus, à cette époque, il recevait une aide considérable de l'air grâce aux Britanniques et aux Américains. Et bien sûr, la Russie continuait d'être un drain dangereux sur les ressources de Hitler. Le 15 janvier, l'armée rouge a finalement percé les défenses allemandes autour de Leningrad. Le combat était si féroce que les Russes ont fait peu de prisonniers, avec plus de 60 000 soldats allemands tués, alors que l'armée rouge nettoyait toute la province de Leningrad. De retour en Italie, les Britanniques avaient maintenant rejoint les Français dans la bataille pour Cassino. Mais une fois de plus, les Allemands ont repoussé leurs avances. Au nord de Cassino, alors que les Américains avançaient vers le fleuve Rapido, en Italie, ils planifiaient également un audacieux débarquement depuis la mer à Anzio, juste au sud de Rome. Alors qu'Eisenhower rencontrait ses commandants à Londres pour discuter de l'opération Overlord, le 21 janvier, des troupes britanniques et américaines, escortées par 28 navires de guerre, partèrent de Naples dans l'opération Shingle, le nom de code pour les débarquements à Anzio. Juste après minuit, les troupes ont débarqué. Les 227 Allemands basés là-bas ont été complètement surpris et ont offert peu de résistance. En 24 heures, 36 000 soldats alliés avaient débarqué en toute sécurité, avec la perte de seulement 13 vies. Hitler avait ordonné à ses hommes de tenir l'Italie à tout prix. Et en quelques jours, les Alliés ont réalisé que malgré leur succès initial, Anzio était loin d'être sécurisé. Les avions allemands ont frappé le 23 janvier, coulant des navires de soutien britanniques, empêchant les chars et l'artillerie lourde d'être amenés à terre. Le commandant américain à Anzio a hésité, avec des conséquences désastreuses, donnant aux Allemands l'occasion de faire venir des renforts. Comme les Allemands l'ont appris à leurs dépens à Anzio, le renseignement militaire était d'une importance vitale, car savoir que les Alliés étaient en route aurait fait toute la différence. À Bletchley Park, une élégante demeure au cœur de la campagne britannique, les messages codés de l'Axe étaient interceptés et déchiffrés. Non seulement les Alliés étaient en mesure de suivre ce que les Allemands prévoyaient, mais ils étaient également en mesure de s'assurer que le faux renseignement qu'ils alimentèrent l'ennemi passait. Avec l'imminence de l'opération Overlord, c'était crucial car tous les efforts étaient de fait pour détourner toute l'attention allemande de la Normandie. Dans le cadre de l'opération Fortitude, une campagne sophistiquée et élaborée pour tromper les Allemands sur les plages de débarquement proposées de l'opération Overlord, pour chaque vol de reconnaissance sur la Normandie, 2 étaient envoyés sur le pas de Calais. Le premier groupe d'armée des États-Unis, commandé par le tristement célèbre américain, le général Blood and Guts Patton, était en fait une pure fabrication.
Mais les messages décodés des Allemands ont dit aux Alliés que Hitler déplaçait des troupes de Russie en préparation pour contrer Patton et ses hommes imaginaires à Calais. La 12e armée britannique, composée de la 15e division motorisée britannique, de la 34e division d'infanterie britannique, de la 8e division blindée britannique et de la 7e division d'infanterie polonaise, n'a existé que sur le papier et à part le pressentiment de Rommel sur la Normandie, la campagne de désinformation fonctionnait parfaitement. Cependant, pour ceux qui se battaient en Italie, en Russie et dans le Pacifique, les batailles étaient tout sauf imaginaires. Les Américains avaient fait de bons progrès dans le Pacifique depuis 1943, avançant progressivement vers les îles Mariannes, qui leur donneraient une base stratégiquement importante à partir de laquelle lancer des attaques sur le Japon. Mais avant de pouvoir atteindre les Mariannes, ils devraient prendre les îles Marshall. Le 1er février, une énorme opération de débarquement américaine a submergé les armées d'occupation japonaises, mais malgré cela, les défenseurs des 3 îles attaquées ont choisi de se battre jusqu'à la mort plutôt que de se rendre. Pour le Japon, les pertes étaient élevées. Sur 8000 d'entre eux, sur une île, 7870 ont été tués, les Américains perdant moins de 400 hommes. Même ainsi, une attaque complète sur Tokyo était encore très loin, et la guerre en Europe devrait être conclue avant que la question de savoir comment vaincre les Japonais ne puisse être abordée. À Londres, Eisenhower était totalement absorbé par les plans de l'opération Overlord, lui et ses commandants supérieurs réalisant l'énorme engagement de planification qu'ils avaient pris. Les scientifiques, les experts techniques et une formidable opération de renseignement seraient cruciaux. Et pour les quelques personnes ayant l'autorisation de sécurité pour être au courant des détails, cela semblait une tâche impossible. Au palais de Buckingham, George VI était tenu informé des progrès d'Overlord et notant ses pensées dans son journal de février 1944, il nous donne un aperçu rare de l'appréhension ressentie par ceux qui étaient responsables de diriger l'opération audacieuse. Le roi a écrit « Plus on y va, plus cela devient alarmant ». Une autre opération, qui prenait rapidement des proportions alarmantes, était la bataille que les Alliés menaient en Italie, tentant de maintenir leur position sur la tête de pont d'Anzio. Le débarquement qui avait commencé avec tant de promesses pour les Alliés était repoussé par les attaques déterminées des Allemands. Et à une courte distance de Cassino, les troupes d'Hitler faisaient un travail tout aussi bon pour tenir les Alliés à distance. Au fur et à mesure que février avançait, la bataille pour Cassino devait être résolue de toute urgence si les Alliés voulaient pouvoir prendre Rome avant le début de l'opération Overlord. Des tracts ont été largués adressés à nos amis italiens, leur disant de quitter l'ancien monastère de Monte Cassino, car une attaque alliée était imminente. C'était un avertissement opportun juste avant que 400 tonnes de bombes ne soient larguées sur le magnifique sanctuaire du début du Moyen-Âge, tuant l'évêque et 250 réfugiés civils qui s'y abritaient. Aux côtés des Américains, des Canadiens et des Britanniques, des troupes maoris, indiennes et Gourkhas se sont battues au corps à corps contre les défenseurs allemands parmi les ruines. Et pourtant, les Alliés n'ont pas réussi à les déloger de leur point d'observation. Dans les cieux au-dessus de l'Europe, les Alliés ont continué à bombarder Berlin, tandis que les Allemands, en représailles, ont bombardé Londres.
Avec une précision alarmante, 4 personnes ont été tuées lors d'un raid aérien pratiquement sur le pas de la porte de la maison du Premier ministre, au 10 Downing Street, mais heureusement pour Churchill, il était absent de chez lui à ce moment-là. Pour la RAF, les raids de bombardement sur l'Allemagne étaient très coûteux en termes d'avions perdus et d'hommes tués, mais Churchill, comme toujours, était prompt à défendre ses actions. Avec toutes les pensées concentrées sur la libération de la France, il a déclaré « L'offensive aérienne constitue le fondement sur lequel reposent nos plans d'invasion outre-mer. » Au même moment où les grandes villes de Grande-Bretagne et d'Allemagne étaient bombardées, les Américains étaient tout aussi occupés à bombarder les Japonais dans le Pacifique, coulant des navires de guerre, des navires marchands et des avions, ainsi qu'en prenant une autre des îles Marshall. Cependant, les Japonais ont réussi à marquer des coups directs sur les navires de guerre américains au large de Iwo Jima. Comme on pouvait désormais s'y attendre, tous les survivants ont été massacrés par les Japonais et il y avait des navires de guerre britanniques qui ont subi un sort similaire dans l'océan Indien. Une nouvelle tactique a émergé car dès que les sous-marins japonais avaient coulé les navires ennemis, ils faisaient en surface pour mitrailler les survivants accrochés aux radeaux de sauvetage. Il y avait peu de respect pour les droits de l'homme des prisonniers de guerre de la part des Japonais, et dans les camps de concentration, les Allemands se comportaient avec un mépris égal pour leurs prochains. À Dachau, cependant, où tant d'atrocités avaient été commises, il est intéressant de noter qu'un greffier du camp a fait un pas courageux. Le 22 février, 31 prisonniers de guerre soviétiques ont été traînés hors des baraquements et exécutés, et le greffier a simplement enregistré leurs noms, chacun d'entre eux. Parmi les millions de personnes tuées dans les camps de concentration, la majorité étaient des victimes anonymes de l'Holocauste. Mais ce greffier a donné aux hommes morts leur dignité, créant une liste qui fournirait un jour des preuves contre ceux qui étaient responsables de tels crimes barbares. Le printemps était maintenant sur les Alliés, alors que février cédait la place à mars. Et avec le temps de l'invasion qui se rapprochait de plus en plus, le renseignement militaire allié travaillait sans relâche pour mettre en place tous les éléments des plans de tromperie pour l'opération Overlord. À Moscou, les soviétiques ont donné leur bénédiction aux campagnes de désinformation anglo-américaines et en ont ajouté une intéressante de leur part, créant un débarquement fictif sur la côte de Norvège. Il y avait encore des revers, car une nouvelle attaque alliée sur Monte Cassino n'a toujours pas réussi à sécuriser l'emplacement et les troupes allemandes ont fait irruption en Hongrie. Pourtant, l'emprise d'Hitler sur le pouvoir lui échappait, car certains de ses propres officiers commençaient à remettre en question son autorité. Depuis ses premiers jours, en tant que chancelier de l'Allemagne, Hitler avait toujours craint la possibilité d'un assassinat. Il avait après tout fait beaucoup d'ennemis en cours de route. Mais le fait que des complots soient maintenant discutés parmi ses propres hommes faisait de tous ceux qui l'entouraient un danger. Sans aucun doute, les jours du Führer étaient le comptés, mais les dégâts qu'il était encore capable d'infliger aux Alliés représentaient un danger très réel pour le succès de l'opération Overlord qui prenait de l'ampleur heure par heure. À Londres, il y avait des séries interminables de briefings top secrets, car ceux qu'Eisenhower avait chargés de s'assurer que tout était prêt pour l'invasion travaillaient le jour et nuit. Et pendant tout ce temps, l'esprit de guerre britannique prévalait alors que les citoyens de Londres vaquaient à leurs occupations quotidiennes aussi joyeusement qu'ils le pouvaient.
Que ce soit en travaillant dans des magasins, des bureaux ou des usines, tout le monde faisait sa part pour l'effort de guerre. Et le soir, ils se portaient de volontaires comme gardiens de raids aériens et observateurs de feu pour garder la ville aussi sûre que possible, quoi que Hitler leur lance. Le sort du monde libre reposait entre les mains des experts cachés dans les hauts bureaux de guerre de Londres, planifiant la plus grande et la plus audacieuse force d'invasion jamais connue de l'homme. Si elle échouait, Hitler aurait une chance de retourner la guerre en sa faveur. Et avec une opération d'une telle ampleur, les Alliés auraient peu de chances d'attaquer à nouveau. Les alertes de bombardement continuaient à retentir et les bombes tombaient toujours dans les rues de Londres. Mais comme Hitler l'avait appris à ses dépens, voici un peuple qui refusait d'être écrasé. La vie continuait et les gens tiraient le meilleur parti des plaisirs qu'ils pouvaient trouver. Les théâtres du West End pourraient avoir du mal à monter un spectacle le soir, mais le concert du déjeuner est devenu un phénomène populaire en temps de guerre. Les lieux étaient inhabituels, la National Gallery était un grand favori popularisé par la pianiste classique Dame Mira S, et les Londoniens de tous horizons prenaient du temps sur leurs emplois du temps chargés pour être apaisés par les mélodies lyriques de Beethoven, Brahms et Mozart. C'était en effet le calme avant la tempête. Hors des couloirs du pouvoir à Londres, le plan de la victoire avait été écrit et le jour J était littéralement un battement de cœur.